Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles, mais l'émission qui décrypte également avec vous les enjeux et les actualités du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Smart for Change, sur les réseaux sociaux de Smart for Change et bien sûr, vous pouvez nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec Patrimoine Passion, le rendez-vous dédié à l'investissement plaisir, passion ou alternatif de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous tenterons de comprendre ensemble comment investir sur la thématique de l'eau. Nous en parlerons avec Yann Louin, directeur commercial de Pictet Asset Management, en charge notamment du segment des indépendants. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré à l'attitude des investisseurs individuels, des épargnants vis-à-vis des marchés qui connaissent un regain de volatilité depuis quelques jours, voire quelques semaines. Nous en parlerons avec Anne Guignard, directrice générale de Place des investisseurs, mais aussi avec Jérôme Russac, président du groupe Rain. Et puis enfin, dans la troisième partie de l'émission, dans l'œil de l'expert, nous parlerons diversification. Nous nous demanderons comment avoir une diversification efficace de ses portefeuilles avec Marc Tempelman, le cofondateur de Cashbee. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Patrimoine. Comment investir sur la thématique de l'eau? Voilà le sujet qui va nous animer aujourd'hui dans Patrimoine Passion. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Yann Louin. Bonjour Yann Louin. Bonjour Nicolas. Vous êtes directeur commercial de Pictet Asset Management en charge du segment des indépendants. Alors aujourd'hui, on va évoquer cette thématique d'investissement qui est l'eau. Alors l'eau, on en parle depuis longtemps en matière d'investissement, je veux dire, ou en tout cas au travers de son activité économique. On appelle même ça l'or bleu. Il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, un certain nombre d'experts évoquaient notamment un sujet grandissant économiquement. Aujourd'hui, si on regarde l'activité économique de l'eau, d'un point de vue investisseur, comment est-ce qu'on peut y investir déjà? De quoi est-ce qu'on parle quand on parle d'investir dans l'eau? Oui, alors déjà, je suis très content que vous placiez cette rubrique dans les placements passion. Alors, ouais. C'est vrai que c'est un placement en tout cas qui fait du sens. Ça, c'est une première chose qui est très intéressante. Et il y a 25 ans, lorsque chez Pictet, on a développé cette thématique de l'eau, finalement, on était en pleine bulle Internet, en pleine bulle des valeurs de Bien sûr, Internet. Ouais. Et ça ne faisait pas forcément... on regardait du côté des valeurs tech ou en tout cas Internet. C'est ça, c'était pas forcément quelque chose qui était très à la mode. Et on se rend compte que 25 ans après, la thématique n'a cessé de se renforcer. Alors comment est-ce que l'on investit dans l'eau? Pourquoi on investit dans l'eau? D'une part, pour favoriser l'accès à l'eau partout dans le monde, en fonction de contraintes qui sont très dépendantes de la région dans laquelle on va investir, des contraintes à la fois naturelles, économiques, techniques. On va également investir dans les technologies de l'eau, le traitement de l'eau, comment traiter, purifier, assainir l'eau, là aussi partout dans le monde, avec des contraintes bien différentes. Et puis dans la gestion des déchets également, puisque les déchets qui sont rejetés au sol, sur Terre, sont les premiers polluants également de l'eau. D'accord. Donc c'est l'une des contraintes, l'un des segments d'investissement également que l'on va traiter. Donc on considère l'eau comme une ressource et on va investir sur les activités économiques qui vont ou aller faciliter l'accès à la ressource ou préserver la ressource quand on parle de gestion des déchets, si je comprends bien. Exactement, faciliter l'accès à l'eau au travers d'investissements dans des entreprises qui vont installer, administrer, monitorer des infrastructures hydrauliques. D'accord. Typiquement en France, si on prend le cas français, 20% de l'eau qui est traitée est perdue dans les fuites. Donc tous les ans, nous remplissons le lac d'Annecy avec des fuites d'eau. D'accord. Donc on a des disparités assez fortes en fonction des régions. En Italie, c'est 40%. Vous avez aux États-Unis un réseau qui est en très mauvais état également. Et puis il y a des pays émergents, des pays en voie de développement qui, eux, sont en train de s'équiper. Je pense à la Chine notamment, je pense au Brésil, qui sont en train d'investir massivement dans les infrastructures hydrauliques. D'accord. J'allais vous demander où est-ce qu'il y avait un marché d'investissement, justement. Ça veut dire qu'il n'y a pas un niveau de maturité équivalent partout justement sur le traitement de l'eau et donc il y a des investissements, on est presque dans le financement d'infrastructures quelque part. Alors on est en partie investi dans les infrastructures, effectivement, c'est l'un des segments les plus importants de la stratégie, mais partout dans le monde il y a ce besoin parce que la population ne cesse de grandir, tous les jours la population humaine présente sur Terre s'agrandit, nous gagnerons encore 2 milliards d'êtres vivants d'ici 2050 et l'eau a la particularité d'être
est une ressource finie, Bien sûr. qui est renouvelable certes, suivant des cycles qui sont quasiment infinis, mais une ressource finie et qui est contrainte par une demande qui est de plus en plus importante, une demande qui provient de l'agriculture, qui provient de l'industrie, de la tech aujourd'hui, parce que les data centers sont à la fois hydrovores et énergivores. Et pour fabriquer de la data, eh bien, on a besoin de refroidir ces data centers. Donc on fait du prélèvement en eau qui sont très importants. Et puis pour alimenter en électricité ces data centers-là, il faut aussi faire tourner des centrales nucléaires qui sont également refroidies par de l'eau. Donc la demande ne cesse d'augmenter, effectivement. L'offre, elle, n'évolue pas, puisque l'eau douce, c'est 3% de l'eau présente sur Terre. Et donc, forcément, notre objectif, c'est d'apporter des solutions nouvelles à toutes ces problématiques-là. Une question à deux niveaux. Dans quoi est-ce qu'on investit? D'abord, le sous-jacent, et ensuite le véhicule pour l'investisseur particulier. Alors le sous-jacent, ce sont des entreprises cotées en bourse. C'est une stratégie d'investissement qui est très simple dans sa conception. C'est un panier d'une 50aine d'entreprises que nous sélectionnons avec une pureté du thème qui est très importante, c'est-à-dire que toutes les entreprises génèrent 60-70% de leur chiffre d'affaires en lien avec des activités hydrauliques. D'accord. Et puis comment est-ce que l'on investit? Eh bien au travers de contrats d'assurance vie, au travers de plans épargne retraite, typiquement via un fonds qui investit lui-même du coup dans des sociétés qui sont sur cette thématique-là, mais pas forcément à 100%, mais vous avez dit au moins 70%. C'est ça, exact. Alors, on a rarement des sociétés qui font 100% de leur chiffre d'affaires, ça existe, mais c'est une thématique qui a l'avantage d'avoir aussi des tendances, de reposer sur des tendances qui sont extrêmement fortes, tendances démographiques, j'en parlais à l'instant, le changement climatique est aussi un sujet d'envergure. 75% des catastrophes naturelles sur les 20 dernières années sont liées à des problématiques d'eau, en tout cas sont en lien avec la problématique hydraulique. Et puis également la pollution, où aujourd'hui nous avons cette nécessité de traiter de plus en plus de polluants, qu'ils soient de sources plastiques, de sources chimiques, médicamenteuses. D'accord. Et chaque jour, des experts identifient de nouveaux polluants qu'il faut ensuite traiter pour assainir au maximum les eaux usées et rendre les eaux potables de la meilleure qualité possible. Est-ce qu'on peut parler de performance sur un sujet aussi vital que l'eau? Est-ce qu'il y a des performances? Est-ce qu'on peut parler? Est-ce qu'il y a de la spéculation sur ce marché-là aussi? Alors, effectivement, on peut investir dans les contrats sur l'eau. Ça existe. En Californie, en Australie, typiquement, des contrats sur l'eau ont été mis en place pour donner une valeur à la ressource. D'accord. Parce que aux États-Unis, typiquement, vous avez les water rights, c'est-à-dire qu'un agriculteur dont la ferme est positionnée sur une rivière a tous les droits sur cette rivière-là. Donc, des contrats sur l'eau ont été mis en place pour que les agriculteurs puissent se revendre leurs droits à consommer. D'accord. Nous, on n'investit pas du tout sur ces contrats-là. Ça, c'est aux États-Unis uniquement? Aux États-Unis, en Australie également, peut-être dans d'autres régions du monde maintenant, mais ça, c'est pas du tout le sujet de la stratégie d'investissement. Nous investissons uniquement dans des sociétés qui vont apporter de nouvelles technologies, qui vont faciliter l'accès à l'eau, qui vont proposer des solutions typiquement pour faciliter l'irrigation des sols avec une moindre consommation d'eau, la fameuse irrigation goutte à goutte, pour mieux administrer le réseau hydraulique, pour mieux filtrer l'eau potable au domicile des personnes. Donc, ce sont vraiment des solutions d'investissement qui apportent des réponses à des besoins qui sont exprimés et qui reposent sur des tendances qui sont extrêmement fortes. Quand on veut investir du coup dans l'eau parce que ça fait du sens, est-ce qu'il faut s'attendre à avoir des performances plus faibles au-delà du fonds mais de manière générale, ou est-ce qu'on peut avoir des investissements performants quand même? Alors, depuis, sur les 25 dernières années, puisque la stratégie a été lancée il y a 25 ans, les performances sont meilleures que l'indice action international sur 25 ans. Pourquoi? Parce que de par la particularité du thème d'investissement, c'est-à-dire que quelle que soit la prochaine intervention de Trump, est-ce qu'il y aura des barrières douanières supplémentaires ou pas, quelle que soit la nature de l'intervention de Jérôme Powell demain, nous aurons besoin d'irriguer les sols, nous aurons besoin de boire, et l'eau est une ressource indispensable à l'humanité.
Et pour cela, nous devons la préserver, nous devons investir massivement. Et c'est la raison pour laquelle les tendances structurelles génèrent une croissance supérieure sur le long terme. Maintenant, c'est vrai qu'à court terme ou à moyen terme, il se peut que certaines périodes soient moins propices à la performance pour le thème d'investissement. Typiquement, sur les 3-4 dernières années, ce sont principalement les valeurs technologiques qui ont tiré la performance du marché. N'ayant pas de valeurs technologiques en portefeuille, la stratégie a un petit peu moins performé, mais elle est aussi beaucoup plus résiliente dans l'environnement actuel et beaucoup moins sujet à volatilité ces dernières semaines. Merci beaucoup Yann Loin de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes directeur commercial chez Pictet Asset Management en charge du segment des indépendants. Merci beaucoup. Merci Nicolas. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine où nous allons faire un focus sur les investisseurs individuels sur les marchés financiers face aux nouvelles et aux évolutions récentes des marchés financiers. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir deux experts du sujet sur le plateau de Smart Patrimoine. Nous avons le plaisir d'accueillir tout d'abord Jérôme Brussac. Bonjour Jérôme Brussac. Bonjour Nicolas. Vous êtes président du groupe Rain et à vos côtés, on a le plaisir d'accueillir également Anne Guignard. Bonjour Anne Guignard. Bonjour Nicolas. Vous êtes directrice générale de Place des investisseurs. Alors, le focus de cette émission, c'est vraiment les investisseurs particuliers, individuels. On a vu il y a quelques semaines, effectivement, donc Donald Trump annonçait des droits de douane vis-à-vis d'un certain nombre de pays. Un scénario que n'avaient pas anticipé les plus grands experts des marchés financiers, qui n'était pas forcément même leur scénario le plus défavorable, avant de faire machine arrière, le tout dans une stratégie de négociation. On voit aujourd'hui une stratégie de négociation qui n'est pas encore aboutie aujourd'hui. On voit Donald Trump qui attaque en même temps frontalement Jérôme Powell, le président de la Fed. On a beaucoup de retours et de réactions d'investisseurs professionnels qui gèrent des fonds. Mais qu'en est-il, Anne Guignard, des investisseurs individuels? Faut-il prendre peur sur les marchés financiers? Quelle réaction quand on a placé de l'argent sur un compte titre, sur un PEA, qu'on regarde son PER ou son assurance vie et qu'on se demande s'il faut tout changer face à ce changement de paradigme quelque part? Alors d'abord, merci Nicolas de dire les investisseurs, parce qu'effectivement les investisseurs individuels aujourd'hui c'est pas un bloc et c'est pas un seul profil. Notamment on l'a vu avec l'entrée post-Covid d'une nouvelle catégorie d'investisseurs. Alors je dirais que les investisseurs individuels de génération plus âgée, donc qui sont investis dans les marchés financiers depuis longtemps, c'est quand même pas la première crise qu'ils connaissent. Hein. D'accord. Donc ils ont plutôt une attitude de se dire on va regarder ce qui se passe. Dans les jours qui ont suivi les différentes annonces et les allers-retours, on a vu effectivement une volatilité importante et ces investisseurs les plus aguerris, pour eux, ça a été une opportunité de rentrer sur les marchés qui a quand même monté depuis des années et donc ils étaient plutôt tous à regarder est-ce que je peux est-ce qu'il y a des opportunités parce que là on a vraiment des valeurs qui ont baissé et qui c'est absolument pas justifié voilà ou alors mais là faut être encore déjà un peu aguerri pour se dire j'ai des convictions sur telle valeur et j'y vais parce que s'il n'y a pas de justification à la baisse de cours. Exactement, donc ça c'est les investisseurs les plus aguerris. Ceux qui sont aussi aguerris vont pouvoir moyenner à la baisse en se disant bah tiens cette valeur je l'ai achetée tel prix mais là je m'aperçois que je peux en racheter et donc comme ça moyenner à la baisse. Et puis il y a aussi tous les investisseurs qui ne gèrent pas leur portefeuille en direct et là mon voisin va peut-être pouvoir intervenir également qui sont investis à travers des produits d'assurance vie. Bien donc sûr. Là qui ont délégué la gestion. Donc là je pense que donc, déjà ils vont pas intervenir directement, ceux-là, mais ils vont être, je pense, bien informés par leurs conseillers financiers. En tout cas, c'est ce que l'on souhaite, et qui va leur expliquer effectivement les stratégies à prendre. Maintenant, on y reviendra. Il faut aussi, même si c'est une opportunité d'intervenir, il y a quand même une instabilité à respecter et la diversification. Avant cela, Jérôme Brussac, quand on ne suit pas les marchés au quotidien, mais qu'on a quand même une compréhension
même légère des marchés financiers. On comprend que si les marchés baissent, et si on parlait il y a quelques jours d'un mini-crack, d'un lundi noir sur les marchés, c'est qu'il y a plus de vendeurs que d'acheteurs. Oui, donc il y a plus de gens qui vendent que de gens qui achètent. Ouais. Quand on est investisseur particulier, est-ce qu'on appelle son conseiller en gestion de patrimoine en disant qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il faut que moi aussi je vende si tout le monde vend? Oui, il y a une incompréhension qui est assez évidente. Il y a beaucoup d'appels. Alors nous, on gère bien évidemment des investisseurs, mais avec une notion moi je parle de famille, je dis qu'on conseille 10 000 familles dans le groupe Rain. D'accord. Et donc avec une stratégie qui est beaucoup plus long terme. Donc voilà, quand ils reçoivent comme ça des événements de marché qui sont extrêmement violents, c'est presque un fait politique plutôt qu'un fait de marché qui nous a amené vers cette baisse. Nous, on calme le jeu, on leur rappelle déjà leurs propres objectifs, le cap qui a été défini avec eux et comment s'inscrire dans cette durée, surtout ne pas céder aux rumeurs. Et on a bien fait, récemment, on a bien fait de passer bien sûr. Une nouvelle en pousse une autre, clairement. Complètement, mais ça reste un climat incertain aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on est toujours dans une situation de négociation avec et puis ce qui peut rajouter quand même à l'incertitude, c'est que on a tous vu cette séquence au Sénat américain où on se rend compte que le représentant au commerce américain était même pas au courant de ce que le président avait décidé dans un sens ou dans l'autre. Ça crée pas de la crainte, de la volatilité, de l'envie d'aller sur des placements plus sûrs? Non, pour l'instant, vous constatez tous les deux qu'il y a une résilience? Et ça crée de la volatilité. Ça, c'est ça. Elle est là, la volatilité. La volatilité. Anne Guignard et ensuite Jérôme Brussac. Ouais. Elle est là. Oui, ça doit en tout cas interpeller, et je pense que les investisseurs individuels, ils regardent. Du coup, ils vont suivre. Ça ne veut pas dire qu'ils sont pris de panique. Et je rappelle encore une fois, l'historique nous montre qu'en période de crise, les investisseurs individuels, ils sont plutôt net acheteurs. D'accord. Alors, il y a beaucoup de vendeurs parce qu'ils ont aussi moins forcément de contraintes que des investisseurs institutionnels dans leur choix. Mais quand vous dites net acheteur, ça veut dire qu'ils réagissent aussi rapidement, ils suivent quotidiennement presque pour... Oui, alors après ça, pour les volumes qu'ils représentent, par exemple sur Euronext, bien sûr, mais effectivement, le flux est plutôt net acheteur, de façon historique. Maintenant, effectivement, on est plus sur des faits politiques. Aujourd'hui, on rentre dans une période qui est quand même... nouvelle. Bien sûr. Oui, on change de paradigme. Le paradigme a changé. Alors, nous, les investisseurs face auxquels on est ne sont pas dans une logique court terme. Ils sont plutôt long terme. Ils ne sont pas que focalisés sur la bourse. C'est là aussi notre travail de leur ouvrir un horizon qui est beaucoup plus large. Il y a du non-coté, il y a de l'immobilier, il y a des choses. Alors, on sort d'une période très faste où tout était facile, où il suffisait de regarder une vidéo YouTube et on prenait 10% par an assez facilement. Et notre travail, c'est de relativiser maintenant tout ça et de les guider dans ce monde, bien sûr, par rapport au marché financier qui secoue fortement. Ceux qui étaient en place, il faut faire un peu le dos rond et regarder la stratégie long terme. Ceux qui n'y étaient pas, effectivement, nous, on pense qu'il y a de vraies opportunités à les saisir, soit pour se repositionner, soit pour... C'est un peu les soldes, donc voilà, il faut y revenir, quoi qu'il arrive. Et sinon, pour ceux qui ont pris un peu la baisse, aller se diversifier sur d'autres choses. Je crois que la stratégie et le cap est ce qu'il va falloir retenir pour le moyen terme, parce que ça va secouer encore pendant 3 ou 4 ans sur les marchés. Je rebondis, Jérôme Brussac, sur ce que vous dites. Alors, on pouvait regarder une vidéo YouTube et prendre 10%, effectivement, et on entendait beaucoup de gens dire il suffit de mettre son argent sur un ETF MSCI World, et puis hop, c'est bon, c'était réglé, on était devenu investisseur. Là, ça remet en cause ce type de stratégie aujourd'hui, Jérôme Brussac? Oui, alors nous, on en était déjà persuadés de longue date. C'est difficile de lutter contre ça, quand quelqu'un vous dit que vous pouvez devenir milliardaire en 3 semaines sur Internet. Aujourd'hui, on est dans un effet mondial avec le digital. Avec des marchés qui montaient. Voilà, et les marchés qui accompagnaient tout ça. Donc voilà, là où tous les fondamentaux ont repris leur place, là où le conseil et la stratégie revient, vraiment il faut non pas écouter ce que vous pouvez avoir sur YouTube, sauf voilà, si c'est Nicolas Pagnès qui le dit. C'est ça, sauf Smart Patrimoine. Voilà, prendre du recul, écouter bien sûr des conseils, diversifier ses placements, c'est le plus important. Anne Guignard, on parle d'investisseurs individuels et vous mentionnez effectivement que c'est une période d'opportunité pour un certain nombre d'entre eux. L'investisseur individuel, ça peut être quelqu'un de très aguerri sur les marchés financiers, qui analyse les sociétés, qui a des convictions, qui peut même avoir une approche potentiellement d'analyse technique ou autre. Quand on voit que les marchés réagissent à des déclarations d'un seul homme à la tête des États-Unis, est-ce que ça a encore une valeur de croire dans les résultats financiers trimestriels de telle ou telle entreprise du CAC 40 quand on est investisseur individuel? Alors, je vais aussi revenir sur ce que disait Jérôme, c'est que l'investisseur individuel
de façon traditionnelle, il est sur le moyen long terme. C'est vraiment pas, la grande majorité sont sur le long terme. Donc, effectivement, là, on voit des effets d'annonce. Moi, ce que je trouve intéressant aussi, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une période d'assemblée générale. Hein, si je prends les entreprises, par exemple, du CAC, analyser un petit peu comment ces entreprises vont réagir et s'exprimer sur les projets qu'ils ont de développement face à cette situation, par exemple, des droits de douane, ça va être quand même intéressant à analyser. D'accord, ça reste une stratégie valable. D'accord. Absolument. Après, il va peut-être avoir aussi des rebalancements de zones géographiques. Moi, j'ai pu écouter plusieurs de ces dirigeants de sociétés du CAC 40 qui parlait quand même maintenant d'une zone de l'Europe comme étant plutôt plus stable comme zone. Bien sûr. Avec d'autres problèmes, mais en tout cas, c'est ce qu'ils considéraient eux. Donc voilà, donc il va avoir, je pense qu'il ne va pas avoir de panique, mais il va avoir des analyses qui vont peut-être être revisitées. En revanche, il y a un point quand même qui est intéressant, c'est que là, on parle de finances plutôt classiques. Les nouveaux entrants qui sont venus après le Covid, qui sont... Là, vous parlez d'investisseurs individuels plus jeunes, effectivement, plus jeunes, qui arrivent chaque année sur les marchés, bien sûr. Ouais. Voilà, et qui vont être sur des crypto-actifs, donc qui connaissent quand même bien la volatilité, enfin, qui aiment bien la volatilité. Qui sont arrivés par là, en tout cas. Voilà. Là, on n'a pas encore beaucoup de recul pour voir comment ils vont réagir. Donc là, moi, je pense que dans quelques temps, ça sera intéressant de voir comment cette population réagit sur une période qui va durer. En fait, il ne faut pas opposer les deux stratégies. On l'avait vu, vous parliez de crypto-actifs, on l'avait vu à l'époque où Trump faisait une annonce, notre ami Elon Musk faisait une annonce sur les crypto-monnaies, oui. Ça montait, ça descendait en fonction de ses humeurs. Trump a fait des annonces, ça monte, ça descend. Donc il faut arriver à coupler les stratégies plus mathématiques, plus cartésiennes, avec aussi ces nouveaux effets de marché, et c'est ça qu'il va falloir combiner maintenant pour prendre acte des évolutions futures des cours. Clairement, seulement les annonces politiques ou seulement les annonces des résultats ne vont plus suffire. Clairement, c'est de gros indicateurs. Mais il faut garder la tête froide, même dans des périodes effectivement où on voit les marchés un peu secoués, quoi. Et puis je pense peut-être se questionner, revisiter sa façon d'analyser. Ce dans quoi on va investir. Ouais, on dit souvent que quand la mer est très agitée, il ne faut pas changer de capitaine ou de bateau, il faut garder le même cap. Donc oui, c'est ça, c'est garder la tête froide. Et moi, je vais prêcher pour ma paroisse, mais c'est aussi dans ce genre de moment où on a besoin de vrais conseils de gens très professionnels qui, eux, dans tous les cas, ont obligatoirement la tête froide, parce que, vous l'avez dit au début, on en a vu passer des crises. Quelles que soient les crises, elles se ressemblent toutes. Et à la fin, les choses se remettent en place. Donc c'est ça qu'il faut avoir à l'esprit. Anne Guignard, très rapidement, est-ce que un contexte de marché comme celui-là peut faire fuir des investisseurs individuels, ou c'est pas votre conviction ? Moi, je dirais que sur les investisseurs individuels traditionnels, ça ne va pas les faire fuir. Vraiment, ils sont là depuis longtemps dans le marché, ils ont vu, ils sont sur le long terme, ils regardent les opportunités. Voilà. Sur les nouveaux entrants, donc, certes, il y avait une partie qui était sur les cryptoactifs. Il y a une partie quand même aussi non négligeable sur les ETF. Ouais. Sur cela, je dirais qu'on a moins de recul sur leur comportement et leur capacité à justement combiner les différentes analyses. Donc là, peut-être qu'on va en perdre sur cette population-là, parce qu'on connaît moins bien les mécanismes qui les ont fait rentrer. Ils vont revenir à de la gestion plus active et ne pas se laisser porter uniquement par cette gestion passive qui a fait ses preuves récemment. Merci à tous les deux. Merci Anne Guignard, directrice générale de Place des Investisseurs. Merci Jérôme Russac, président du groupe Rain. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans l'œil de l'expert. Et nous finissons cette émission comme d'habitude avec l'œil de l'expert, où nous allons nous demander ensemble comment diversifier efficacement son ou ses portefeuilles. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau de Smart Patrimoine Marc Tempelman. Bonjour Marc Tempelman. Bonjour. Bienvenue sur le plateau Smart Patrimoine. Vous êtes cofondateur de Cashbee. Comment diversifier efficacement, Marc Tempelman? Tout simplement, c'est le sujet que tout le monde se pose, la question que tout le monde se pose à l'heure actuelle. Alors c'est vrai que c'est d'actualité, parce que quand ça tangue, c'est là où on se dit il faudrait que la diversification marche. Pour moi, ça fait partie des trois grands principes de l'épargne de l'investissement, investir à long terme, faire attention aux frais et diversifier. C'est d'ailleurs un sujet qui a permis à Markowitz, un certain Markowitz, d'obtenir un prix Nobel. Mais en même temps, c'est le bon sens, ne pas mettre tous ses œufs dans un même panier. C'est quelque chose qui est relativement universel. Et on peut se dire
C'est de plus en plus facile à faire puisque depuis l'existence des premières bourses au XVIIe siècle, aujourd'hui, il suffit d'acheter un fonds, un ETF pour être immédiatement diversifié et cela à partir de relativement petites sommes. D'accord. Oui, un véhicule lui-même investit dans beaucoup de sous-jacents, ce qui fait que ça diversifie, bien sûr. Exactement. Donc un ETF S&P 500, ça vous donne une exposition à 500 actions américaines d'un seul coup, accessible à partir de quelques dizaines, quelques centaines d'euros. Et en plus, c'est facilité par des plateformes digitales. Alors, coup de pub comme Cashbee, mais il y en a d'autres, qui vous permettent 24 heures sur 24, depuis chez vous, depuis votre smartphone, d'investir dans telle ou telle classe d'actifs. Et en même temps, il faut bien se rendre compte que la diversification en soi est de plus en plus difficile à obtenir si on veut une diversification efficace. D'accord. L'idée est simple au départ, la diversification, c'est j'achète une société pharmaceutique suisse, j'achète une start-up américaine et j'achète une banque australienne et normalement j'ai un portefeuille qui est diversifié parce que qui peut imaginer que ces trois sociétés évoluent un peu de concert. C'est là où il faut se souvenir de l'importance de la corrélation qui se calcule de -1 à +1, quelque chose qui est corrélé à un niveau de +1 est parfaitement corrélé et c'est là où le bas blesse. En 1970, entre deux indices boursiers, donc entre deux pays différents, la corrélation était en moyenne de 0,35, de 0,37, donc très peu corrélée. Et aujourd'hui, elle est au moins de 0,75. Les marchés entre eux sont très corrélés. Et donc s'acheter un peu d'exposition américaine, un peu d'exposition européenne et un peu d'exposition asiatique ne suffit plus véritablement. Quand l'un de ces trois-là se met à baisser, il est fort probable que les deux autres suivront. Donc il faut sortir des marchés financiers pour diversifier ou il faut aller sélectionner plus finement la manière dont on diversifie sur les marchés financiers? Alors on peut penser à ces deux techniques. La première, c'est qu'on pourrait se dire on va essayer de diversifier entre classes d'actifs. D'accord. Pendant très longtemps, le fameux portefeuille 40% en obligations, 60% en actions était censé bien marcher, puisque obligations et actions étaient censés avoir des mouvements inverses dans des conditions de marché qui fluctuent. Malheureusement, là aussi, depuis 2000, cette théorie a tenu. La corrélation était négative. Donc, quand les marchés actions montaient, les obligations baissaient et inversement. Malheureusement, depuis quelques années, la corrélation est positive et surtout, la corrélation est forte. Elle est de 0,70. Alors, on pourrait se dire le dollar ou le bitcoin. Oui. Mauvaise pioche, la corrélation, là aussi, s'avère être positive. Donc, pour répondre à votre question, oui, il faudrait aller un peu plus loin dans la décorrélation. Il faudrait aller chercher dans des actifs beaucoup moins corrélés. Il y en a une qui a très très bien marché depuis le début de l'année, c'est l'or. D'accord. D'où le fait que ça dépasse les 3 400 $ à l'heure actuelle. Exactement. L'or, la corrélation entre l'or et le S&P 500 depuis le début de l'année est de moins 0,90. Donc c'est quasiment une parfaite décorrélation. Quand le marché américain a corrigé de plus de 10% depuis le début de l'année, comme vous le dites, l'or a monté de plus de 30%. Le problème, c'est qu'on ne sait pas d'avance quel actif va être décorrélé de l'autre en fonction des crises. Et donc, pour conclure, peut-être, la bonne idée à avoir, c'est oui, il faut chercher la diversification géographique, par classe d'actifs. Et quand on pense classe d'actifs, il faut aller au-delà des actions et des simples obligations. Et ensuite, il faut être conscient du fait que les actifs entre eux peuvent être plus ou moins corrélés en fonction de ce qui constitue et ce qui pousse à une crise ou une autre. D'accord. Et diversifier entre actions ETF, produits structurés, par exemple, finalement, si les sous-jacents sont les mêmes, c'est pas la meilleure idée, si je comprends bien. Vous avez tout compris. Se dire qu'on est diversifié parce qu'on a acheté plusieurs ETF en actions, par exemple, ça marche pas trop parce que ça reste une même seule classe d'actifs, les actions. Dernière chose, il se trouve que la corrélation augmente quand les marchés se mettent à tanguer. Donc quand les marchés corrigent, la corrélation, malheureusement pour les investisseurs, a tendance à augmenter aussi. Et donc, on sait tous que le marché américain, quand il corrige de 10% ou plus, ça a un impact quasiment direct sur les marchés actions ailleurs. Et à garder en tête à l'heure actuelle. Exactement. Merci beaucoup Marc Tempelman pour ce cours presque sur la diversification donc dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes cofondateur de Cashbee. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Et merci à vous de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous très prochainement sur Be Smart for Change.